Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, mobilisation populaire à Mamoun pour célébrer les acquis du chef de l'État général Mamadi Doumbouya par les fils du Fouta Djallon. Une mobilisation marquée ce vendredi par le lancement par le ministre secrétaire général de la présidence et du ministre directeur de cabinet de la présidence des travaux de la route Mamoun-Farana. Réunion à Abidjan des ministres de la pêche des pays riverains de l'océan Atlantique. Les échanges ont porté sur la protection des ressources halieutiques. La Guinée, fortement représentée à cette rencontre, prend désormais la présidence. Littérature avec les contes d'une petite fille. Mbo Mariam publie son premier livre. Elle n'a que 9 ans. Un exploit pour cette fille qui figure désormais parmi les écrivains du pays. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal à Mamoun, journée de mobilisation populaire et de lancement des projets d'envergure sous le signe de l'unité et du développement. Ce vendredi, en prélude à la marche de soutien aux idéaux du CNRD, plusieurs projets structurants ont été officiellement lancés sous les acquis du ministre, sous les auspices bien sûr du ministre secrétaire général de la présidence et du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. Parmi les moments phares de cette journée figure la pose de la première pierre de la route nationale RN2 Mamoun-Farana, longue de 185 km. Reportage Oumar Bari. La ville Carrefour Mamoun vibre au rythme d'une grande manifestation de soutien aux acquis du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, sous la direction éclairée de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République. En prélude à cette mobilisation baptisée Marche de l'unité et du rassemblement, Mamoun a rassemblé une foule nombreuse venue témoigner son adhésion aux actions entreprises par les autorités. À son arrivée ce vendredi 25 avril 2025 à Mamoun, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Djiba Diakité, a été accueilli avec tous les honneurs par les autorités locales à l'entrée de la ville. Puis, il a rejoint le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République, à sa résidence. Les festivités ont débuté par une rencontre avec les sages de Mamoun dans le quartier Al-Mamiya, organisé en l'honneur du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. À cette occasion, les sages des 3 Diwi et du Fouta, l'abbé Timbi et Timbo, ont formulé des prières pour le développement harmonieux de la Guinée et pour le renforcement de la cohésion sociale. Ils ont également salué les avancées significatives enregistrées sous la conduite du chef de l'État, exprimant leur gratitude et renouvelant leur soutien à son leadership. Nous sommes très satisfaits de ce qui est en train d'être fait par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Premier ministre et son gouvernement. Dans le cadre du développement de la Guinée, la refondation et tous les redressements qui sont en train d'être faits. Le Fouta, à travers Mamoun, vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et vous dit Kosadi Kotoli à Mamoun. La journée de ce vendredi a été également ponctuée par une séance de lecture du Saint-Coran, suivi de la grande prière du vendredi, un moment fort de recueillement et de spiritualité partagée par les autorités et les citoyens de Mamoun. Dans la continuité de cette dynamique, les autorités ont procédé au lancement officiel de plusieurs projets structurants, notamment la pose de la première pierre de la route nationale RN2 Mamoun-Farana, longue de 185 km. Ce projet routier ambitieux, confié aux entreprises Enanchine et Sebitec, vise à renforcer les infrastructures de transport et à désenclaver cette zone stratégique du pays. Cette route, considérée comme stratégique, permettra de désenclaver plusieurs zones rurales et de stimuler l'activité socio-économique. Cette route ne relie pas que des villes. Elle ouvrira de nouvelles perspectives pour des milliers de citoyens et facilitera la mobilité des personnes et des biens.
renforcera la solidarité entre nos régions, désenclavera nos territoires et surtout stimulera une croissance économique. La réalisation des travaux a été confiée aux entreprises Enan Chine et Sebitech, partenaires techniques de longue date. Nous veillerons sur leur rigueur, leur professionnalisme et surtout leur engagement à respecter les cahiers de charges et les normes, tant sur le plan technique, environnemental que social. Ce projet, tout au long de sa mise en œuvre, créera des opportunités concrètes d'emploi, tant directes qu'indirectes. Il dynamisera les échanges commerciaux, ouvrira de nouvelles perspectives économiques et facilitera l'accès aux services sociaux de base pour des milliers de nos concitoyens, en particulier dans ces zones enclavées. Ce projet s'inscrit résolument dans la vision ambitieuse du général Mamadi Doumbouya à bâtir et à transformer structurellement notre pays à travers le développement d'infrastructures et une politique cohérente d'aménagement du territoire. Dans le même élan, le projet d'appui aux efforts d'adaptation au changement climatique des communautés agro-silvopastorales de Mamou a été officiellement lancé. Un programme structurant qui s'inscrit dans le cadre de la politique environnementale prônée par le chef de l'État. Selon la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Diamy Diallo, cette initiative vise à apporter des réponses concrètes et durables aux défis environnementaux auxquels font face les populations rurales, notamment dans le contexte de la dégradation des ressources naturelles. Le général Mamadi Doumbouya a la ferme volonté de développer notre pays en le dotant d'infrastructures tout en préservant notre environnement vital à notre survie. Les communautés agro-silvopastorales jouent un rôle fondamental dans la préservation de notre environnement, la sécurité alimentaire et la gestion durable de nos ressources naturelles. Pourtant, elles figurent parmi les plus exposées aux effets néfastes du changement climatique, tout en disposant de moyens d'adaptation limités. Et c'est pour faire face à cette situation que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en parfaite cohérence avec la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a initié ce projet structurant financé par le Royaume de Belgique et mis en œuvre par la FAO, avec l'implication effective et active des services techniques déconcentrés et des communautés. Ce projet, d'un montant de 4 millions d'euros, s'inscrit dans la dynamique du programme Simandou 2040, qui ambitionne de bâtir une agriculture résiliente, durable, respectueuse de nos ressources naturelles et favorisant la conservation de la riche biodiversité de notre pays. Concrètement, ce projet prévoit un programme d'assainissement de la ville de Mamou, incluant la collecte, le tri, le transport et la gestion des déchets. L'appui technique et organisationnel aux groupements agro-silvopastoraux dans les localités de Ourekaba, Sumbaloko et Tolo, ainsi que la formation des agriculteurs aux techniques innovantes respectueuses de l'environnement. Autre temps fort de cette journée, l'inauguration de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 10 de Mamou dans le cadre de la réforme et de la modernisation des forces de défense et de sécurité. Cette infrastructure conforme aux standards actuels s'inscrit dans un vaste programme engagé par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo, a salué cette réalisation, soulignant l'engagement de l'État à doter les forces de l'ordre d'outils modernes pour une meilleure sécurisation du territoire national. Cette compagnie mobile, la 10e du genre sur le territoire national, s'inscrit dans la vision stratégique du chef de l'État qui a fait de la modernisation des forces de sécurité une priorité. C'est pourquoi je tiens à lui exprimer toute ma reconnaissance pour que sa vision éclairée et son leadership affirmé continuent de produire son impact sur le territoire de la République de Guinée. En tant que carrefour bien connu, la ville mérite une sécurité renforcée adaptée à cette spécificité. Cette caserne non seulement permettra de répondre aux défis actuels du maintien et du rétablissement de l'ordre public de façon spécifique et de contribuer avec les autres forces de défense et de sécurité
à la lutte contre le banditisme, les trafics illicites ou autres comportements déviants, mais aussi de servir de base avancée pour des opérations coordonnées avec les autres unités déployées dans les régions avoisinantes. Enfin, la pose de la première pierre de l'antenne régionale des garages du gouvernement de Mamou est intervenue sous la présidence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara. Cette infrastructure, une première en République de Guinée, a pour ambition de garantir une gestion rationnelle, décentralisée et plus efficace du parc automobile de l'État. Le général Amara Camara a, à cette occasion, mis en avant les multiples projets et programmes en cours, symbole de l'engagement du général Mamadi Doumbouya en faveur de la décentralisation et de l'efficacité administrative. Aujourd'hui, nous inaugurons le siège de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité. Nous lançons un projet au compte du ministère de l'Environnement. Nous posons la première pierre de la route Mamou-Farana et nous entamons la construction du siège régional des garages du gouvernement. Ces réalisations illustrent l'engagement indéfectible de notre président, le général Mamadi Doumbouya, envers le développement de notre nation. La vision du président de la République pour notre pays repose sur un principe fondamental. Le développement des infrastructures routières est essentiel pour lui, pour faciliter la mobilité des personnes et des biens, mais aussi assurer la connectivité des villes. Ce projet de garage fait partie d'une initiative plus vaste visant à moderniser et à optimiser nos ressources publiques, en offrant à notre administration un espace spécifiquement conçu pour l'entretien et la gestion des engins roulants. Nous renforçons bien évidemment notre efficacité. Nous ambitionnons très rapidement de pouvoir y former des apprenants dans un futur très proche. Je tiens également à rappeler à tous les acteurs impliqués dans ces projets l'importance du respect des cahiers des charges, mais aussi les délais contractuels. La rigueur dans l'exécution de ces travaux est très essentielle pour leur succès et pour la confiance que notre population place tous les jours en nous. Ensemble, engageons-nous à garantir la qualité et la transparence de nos actions. En outre, il est essentiel de projeter notre regard vers l'avenir. La transformation de Mamou en un hub stratégique, comme l'indique le programme Simandou du président de la République, est une vision ambitieuse que nous devons réaliser dans un futur proche aussi. Cela nécessite la coopération de tous les citoyens, des entreprises et des institutions, car chaque acteur joue un rôle clé dans ce élan de développement. Ces différentes réalisations s'inscrivent dans la dynamique impulsée par les autorités sous le magistère du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Le chef de l'État entend faire du développement local et de la modernisation des institutions un levier fondamental pour une Guinée plus forte, plus équitable et tournée vers l'avenir. Comme vous venez de le constater, plusieurs personnalités du pays ont rallié la ville de Karamoko Alpha Timbo pour manifester leur soutien au chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. En présence des membres du gouvernement, les sages du Fouta ont lu le Coran et formulé des bénédictions pour la paix et pour le renforcement du tissu social dans le pays. Voici le compte-rendu de notre correspondant à Mamou, Mamadou Paté Baldé. Les manifestations de soutien au chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, gagnent du terrain en Guinée. À Mamou, c'est une marée humaine qui a rallié ce vendredi la ville de Karamoko Alpha Timbo pour soutenir les actions amorcées par le gouvernement. Les sages des 13 préfectures de Fouta ont donné le coup d'envoi des activités par la lecture du Saint-Coran. Les leaders religieux que nous sommes sont engagés, ont été toujours engagés à 100% pour
venir faire des doigts, lire le Coran pour ce pays-là. C'est notre travail. Nous n'avons autre travail que ça. Prier Dieu pour qu'il fasse de la Guinée un paradis terrestre. Et au temps du général Mamadi Doumbouya, nous l'avons accompagné par nos prières et nos bénédictions et nous le faisons. Et assurez-vous que nous l'accompagnerons pour que son programme, pour que le développement de la Guinée de jour en jour se confirme. Cela mérite une reconnaissance. Non seulement une reconnaissance, un accompagnement. Et cela a besoin aussi d'exprimer notre soutien à l'accompagner pour le bien-être des Guinéens. Parce que la route qu'il est en train de le faire, l'amélioration des conditions de vie sanitaire, les problèmes éducatifs, les problèmes sociaux, si toute notabilité des Fouta se sont réunis ici pour consacrer une journée de prière et de reconnaissance et de soutien à l'envers du général Mamadi Doumbouya, il mérite ça. Devant les membres du gouvernement, des institutions républicaines, des hauts cadres du pays, des représentants des 9 divers du Fouta théocratique et des fidèles musulmans venus des 4 régions naturelles du pays, les imams ont lu le Coran en entier, la Sourate Yassine, pour la paix et la cohésion sociale. Certains membres du gouvernement saluent cette initiative des fils du Fouta. Je demande aux autres préfectures de faire autant. Ce que Mamou est en train de nous montrer, les autres peuvent aussi le faire. Je pense que la population aujourd'hui a compris les œuvres de Mamadi Doumbouya, du général Mamadi Doumbouya. La population apprécie partout où nous sommes passés d'ailleurs. Parce que depuis un certain temps, nous sommes sur le terrain. Moi, j'étais précisément à Fria. Mais toutes les populations sont mobilisées pour dire oui au général Mamadi Doumbouya, pour saluer d'ailleurs les œuvres de Mamadi Doumbouya et puis encourager à ceux qui se présentent. Les sages ont formulé des prières pour la santé, la longévité et la bonne continuation des bonnes œuvres du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Et ils ont clairement exprimé leur satisfaction quant à la façon avec laquelle le pays est géré aujourd'hui. Les infrastructures de par-ci, par-là, dans tous les secteurs, que ce soit dans le domaine des routes, de l'agriculture, des hôpitaux, de l'école, de la sécurité. Déjà, le rendez-vous de demain s'annonce particulièrement décisif pour les fils du terroir. Une occasion d'exprimer l'hospitalité légendaire du Fouta aux personnes venues participer à cette cérémonie. Dans cette ferveur, plusieurs personnalités ont répondu à cet appel pour dire oui au général d'armée Mamadi Doumbouya. Fouta a montré et a démontré à Mamou qu'ils sont tous unis et derrière notre président, notre champion, le général Mamadi Doumbouya. À Télémélé, c'est comme si le référendum est passé. Ça, c'est vous dire qu'à Télémélé, Télémélé votera 100% oui pour le référendum. Pour le Fouta qui organise aujourd'hui à Mamou pour célébrer les acquis du président de la République, pour montrer à la population de la Guinée ainsi que le monde entier que le président n'est pas là pour parler, il est là, c'est pour le travail. Et le travail aujourd'hui, il est sur le terrain, on le voit. Et c'est cette joie que la population a, que cette population aujourd'hui du Fouta veut réellement démontrer. Au CNT, les conseillers nationaux réunis en plénière ce vendredi ont délibéré autour du projet de loi spéciale relative au référendum constitutionnel. L'adoption de cette loi à l'unanimité des conseillers nationaux vient combler un vide juridique. La loi adoptée fixe ainsi plusieurs règles générales de l'organisation du référendum constitutionnel. C'était en présence de plusieurs invités. Les détails dans ce reportage signé Robert Siditolno. C'est par cette minute de silence en la mémoire du souverain pontife François, rappelé à Dieu le lundi dernier, que cette plénière a débuté. La séance de ce vendredi est la suite logique du processus référendaire. Devant un parterre d'invités, les conseillers nationaux sous la présidence du Dr Dansa Kourouma délibèrent autour de ce projet de loi spéciale. L'adoption de cette loi organique vient combler un vide juridique en ce qui concerne l'organisation du référendum constitutionnel
en vue d'adopter la Constitution. L'organisation du référendum constitutionnel procède du souci de légitimation de la norme constitutionnelle tenue pour suprême dans l'ordre juridique national. En droite ligne de la promesse du 31 décembre 2024 de son Excellence général Mamadi Doumbouya, le gouvernement a soumis à l'examen du CNT le projet de code électoral qui a pour vocation de préciser les modalités techniques et organisationnelles des référendums et des élections, précisément celles relatives à l'exécution de l'ensemble des processus électoraux, au déroulement régulier des campagnes électorales, au mode de contrôle des opérations de vote, à la procédure de règlement des contentieux, à la validation des scrutins et à la proclamation des résultats. La présente loi adoptée fixe ainsi les règles générales de l'organisation du référendum constitutionnel. Cette solution de loi référendaire spéciale n'a ni pour objet ni pour effet de retarder la poursuite de l'examen de la loi organique portant code électoral. Elle implique d'abord que l'examen de la dite loi organique se poursuive au regard du projet de constitution, tout en gardant le chapitre dédié au référendum pour ceux postérieurs à l'adoption de la nouvelle constitution. À partir de la promulgation de la nouvelle constitution, la loi organique portant code électoral qui aura été préparée en référence au contenu du projet de constitution sera immédiatement soumise au contrôle de conformité de la nouvelle constitution. Nous avons pris beaucoup de dispositions et nous sommes arrivés à cette étape décisive qui vient d'être aussi franchie. Donc je me réjouis de l'adoption de cette loi. À la suite de cette adoption, le président du CNT a salué le sursaut patriotique qui a caractérisé le travail à tous les niveaux. Après l'adoption du projet de constitution et de la loi spéciale, et une fois finalisé le projet de code électoral, viendra l'étape de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Cette étape sera déterminante. Il s'agira en effet de faire en sorte que chaque citoyen, chaque village, chaque quartier, chaque communauté comprenne l'importance du texte constitutionnel, s'approprie son contenu et participe au référendum en toute connaissance des causes. Et c'est pourquoi je vous invite, honorable Conseil national, dès à présent, à nous mettre dans une posture de veille, de réflexion et d'engagement, car cette mission d'éducation citoyenne, et cette mission d'éveil, de conscience et de responsabilité, ce travail de terrain sera au cœur de la réussite du processus en cours. La délibération autour de ce projet de loi spéciale relatif au référendum constitutionnel devrait ainsi favoriser le retour rapide à l'ordre constitutionnel conformément aux engagements du chef de l'État. Conakry vit au rythme de la 17e édition des 72 heures du livre. Ce rendez-vous culturel annuel est placé cette année sous la haute autorité du président général Mamadi Doumbouya et de la première dame de la République. La cérémonie d'ouverture a réuni de nombreuses personnalités, dont le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité. Compte rendu, Oumar Bari. C'est un rendez-vous culturel majeur qui a démarré à Conakry. La 17e édition des 72 heures du livre a été officiellement lancée ce mercredi 23 avril 2025 sous le haut patronage du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, et sous le marrainage de la première dame, Madame Lauriane Doumbouya. La cérémonie d'ouverture, riche en couleurs et en émotions, a rassemblé de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le président du Conseil national de transition, Dr Dansa Kourouma, Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence, des membres du gouvernement et des représentants des institutions républicaines, ainsi que des diplomates. Cette année, l'événement qui s'inscrit dans une dynamique résolument engagée en faveur de la promotion des voix féminines, met à l'honneur la puissance féminine, un thème fort qui résonne avec les priorités du programme Simandou 2040, notamment dans son deuxième pilier, éducation et culture, incarnant une volonté de placer la femme au cœur du développement socio-culturel.
Je tiens à rendre un vibrant hommage à M. Sansi Kaba Diakité. C'est la voix de tous les écrivains de Guinée, délégué général des 112 heures du livre de Conakry, infatigable bâtisseur de ponts entre les peuples par le livre. Et comment ne pas s'exprimer du haut de cette tribune notre profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir donné son précieux accord à l'instauration du Grand Prix littéraire du Président de la République de Guinée, prix doté d'une enveloppe remarquable de 500 millions de francs guinéens. C'est un signal fort envoyé à toute la chaîne du livre guinéen, un message clair qui stipule que la culture est un pilier du développement national. Cette 17e édition est dédiée à un thème aussi fort qu'universel. Il s'agit de la puissance féminine, mettant à l'honneur la femme, muse, autrice, éditrice, lectrice, militante et j'en passe. Il souligne avec nous la contribution essentielle des femmes dans l'édification de nos sociétés. Il nous invite à revisiter les héritages, à célébrer les voix féminines qui ont traversé le silence, défier les normes et inscrire leurs pas dans les chemins du savoir, dans une dynamique inscrite dans une logique d'un programme, le programme Simandou 2040. Le livre, encore une fois, occupe une place stratégique dans la construction de notre société, car deuxième volet du programme Simandou. Nous croyons que l'avenir minier, que l'avenir économique et que l'avenir technologique de la République de Guinée doit forcément s'accompagner d'un épanouissement culturel assez profond. Et c'est affirmé que le futur en Guinée, comme ailleurs, s'écrira avec des femmes et par les femmes. Alors, faisons écho du deuxième pilier du programme de transformation politique, sociale et économique de la Guinée, proposé par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Je vais parler du programme Simandou 2040 dans son pilier 2, l'éducation et la culture comme socle de la transformation durable et irréversible de notre société. Je déclare au nom du chef de l'État, le président de la République, lancer officiellement les 72 heures du livre édition 2025, placé sous le thème « La puissance de la littérature comme levier de la puissance féminine ». Tous les intervenants ont salué les efforts du chef de l'État en faveur de la promotion des femmes. Un engagement récemment illustré par un décret présidentiel ayant porté 48% de femmes au poste de chef de cabinet, confirmant ainsi une avancée notable dans la représentation féminine dans les sphères décisionnelles du pays. C'est un honneur pour moi de parler au nom des femmes de la République de Guinée, mais surtout de parler au nom de la Première Dame qui met en avant l'émancipation de la femme, l'entrepreneuriat féminin, le leadership féminin dans toutes ces actions. Les 72 heures du livre interviennent à un moment crucial du développement de notre pays dans le cadre de notre programme de développement national du pays socio-économique durable et responsable, le programme Simandou 2040, qui en son pilier numéro 2 met en avant la culture et l'éducation. On met comme accent particulier pour cette 17e édition des 72 heures du livre la puissance féminine. Oui, qui mieux que la femme pour déconstruire les normes sociales? Qui mieux que la femme pour parler de nos traditions? Nous sommes là dans cette édition, pas pour écrire les histoires, mais pour écrire l'histoire ensemble avec tous les acteurs. À travers ce message fort des 112 heures du livre qui place la puissance féminine au cœur de nos réalités, nous venons réaffirmer cette vision du chef de l'État qui veut que la femme soit au cœur de cette transformation. Nous luttons pour avoir cet équilibre dans notre société afin de mieux
asseoir un développement durable. Aujourd'hui, le message que transcrit à travers ce thème emblématique qui est la puissance féminine est de ressortir aussi tout ce que les femmes ont pu faire dans notre société, tout ce qu'elles font en termes de richesse culturelle, et aussi le fait que cela soit porté aussi par la première dame vient réaffirmer l'engagement du chef de l'État qui, à travers aussi son épouse, qui veulent apporter cette contribution essentielle à l'essor de notre développement durable. Sur place, des artistes ont livré des prestations hautes en couleurs, entre poèmes engagés, danse et chants, pour célébrer le rôle central des femmes dans la société guinéenne. Durant 3 jours, Conakry va vibrer au rythme du livre. Des stands, des tables rondes, des expositions et des ventes de livres seront organisées. Moment fort de cette journée, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, a procédé à la remise du prix littéraire des lycéens de Guinée, une distinction qui récompense la passion et le talent des jeunes lecteurs du pays. Les 72 heures de livre se poursuivent jusqu'au 25 avril. Cette 17e édition est bien plus qu'une fête de livres, c'est un hommage appuyé à la voix et au pouvoir des femmes guinéennes. Cet événement culturel promet d'être non seulement une célébration de la littérature, mais aussi un hommage vibrant au leadership féminin et à la place centrale qu'occupent les femmes dans la construction de la Guinée de demain. Dans l'actualité encore, la deuxième phase de l'immersion gouvernementale est lancée hier jeudi à Lelouma. Le Premier ministre Amadou Riba s'est tout d'abord rendu dans le centre d'enrôlement de la commune rurale de Hériko dans Lelouma. Objectif, s'assurer du déroulement des opérations. Et en marge de cette visite, le Premier ministre, accompagné d'une importante délégation, a pris part à la grande ziara organisée à Sagalé en hommage à Cheikh Abdul Rahim Sherif. Reportage Ousmane Bangoura. La commune rurale de Hériko, préfecture de Lelouma, dans la région de Labé, accueille le Premier ministre, chef du gouvernement, au compte de la deuxième phase de l'immersion gouvernementale. Cette deuxième phase de l'immersion est marquée par la sensibilisation des populations à la réussite de l'opération de recensement administratif à vocation d'état civil, RAVEC, en cours depuis le 15 avril dernier. Ici, au centre d'enrôlement de Hériko, Amadou Ouriba visite les installations afin de s'enquérir du déroulement des opérations. Les fils résidents et ressortissants de la localité se réjouissent déjà de ce processus de recensement et rassurent le chef du gouvernement quant au bon déroulement des activités. Ça montre encore une fois la volonté du gouvernement d'être à côté de la population. Ça, on se réjouit. Vous aurez dû prendre un hélicoptère pour être à Sagalé. Mais vous avez préféré prendre la route et vivre les mêmes calvaires que nous vivons pour savoir notre situation. Et aujourd'hui, c'est une date symbolique. Parce que c'est une première dans l'histoire de Hériko qu'on reçoit un premier ministre en exercice. C'est à saluer et à remercier. Et c'est à l'actif du général Mamadi Doumbouya. Comme vous pouvez le voir, ces travaux de reprofilage de ce tronçon, long de 62 km qui relie Hériko à Sagalé, avancent à la satisfaction des riverains. Le Premier ministre, impressionné par l'état d'avancement des travaux, a invité les populations à soutenir ce genre de développement local. En marge de l'immersion gouvernementale, le chef du gouvernement a pris part à la grande ziara organisée à Sagalé en hommage à Cheikh Abdul Rahim Sherif. Cette cérémonie religieuse annuelle, initiée par Cheikh Abdul Aziz Sherif de Sagalé, constitue un moment de recueillement. La Guinée a toujours été une terre de spiritualité. C'est une de nos références et l'État, à travers les autorités officielles, doivent contribuer à restaurer
cette référence tant au niveau national qu'au niveau régional. Et comme vous le constatez aujourd'hui, ceux qui sont là viennent de toutes les contrées de l'Afrique de l'Ouest. Si vous avez des ziyaras dans d'autres régions du pays, que ce soit à Touba ailleurs, vous avez des gens qui viennent de toutes les régions de l'Afrique de l'Ouest. Ce rendez-vous religieux annuel a permis au chef du gouvernement et sa suite de se recueillir sur le mausolée du Cheikh Abdul Rahim Chérif, père de Cheikh Abdul Majid Chérif de Sagalé, initiateur de cette grande cérémonie religieuse. Et pour échanger toujours sur les enjeux du recensement de la population, le ministre de la Défense nationale a été reçu à son tour par les forces de l'ordre et les citoyens de la région administrative de Farana. Cette visite de travail avait pour objectif de lui permettre de constater de visu les réalités du terrain dans le cadre du processus de recensement à vocation d'état civil biométrique PN-RAVEC. Reportage adjudant Abdul Kader Kamara, correspondant de la presse militaire. Après la commune urbaine de Farana, le ministre de la Défense nationale est allé à la rencontre des populations des localités rurales. Ici, dans le district de Serekoro, sous-préfecture de Bendou, l'ambassadeur Abakar Sidiki Kamara explique le processus et l'importance du recensement. Puis, il fait le point sur les opérations de recensement avec les agents déployés sur le terrain. Les gens qui ont là les extraits de naissance viennent pour se recenser. Ceux qui n'en ont pas encore, ceux-ci envoient leur carte d'électeur ancienne pour qu'ils puissent faire l'état des comptes pour envoyer à la commune urbaine de Bendou pour qu'ils puissent avoir les extraits de naissance pour le recensement. J'ai un appel à lancer à la population parce que nous sommes dans un délai bien défini qui est 45 jours de recensement. Donc je prie les citoyens pour qu'ils puissent venir se faire recenser. Retour en ville, direction la portion centrale du bataillon autonome de Farana. Devant les forces de défense et de sécurité, le ministre est porteur de messages d'encouragement et de félicitations du chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. L'ambassadeur Abakar Sidiki Kamara a longuement expliqué à la troupe les actions de refondation de l'État, notamment le recensement biométrique de la population. Nous sommes des citoyens, on se conforme aux règles du ministère de l'administration du territoire. Vous devrez faire votre devoir de citoyen. Enrôlez-vous, vos chefs administratifs et politiques sont là, le gouverneur et le préfet. Ils prendront des dispositions idoines pour que les forces de défense et de sécurité soient enrôlées. Le jour du vote, vous ne pouvez pas imposer votre vote si vous n'avez pas votre carte électeur. Vous ne pouvez pas avoir la carte électeur si vous n'êtes pas recensé. L'autre devoir, ce sont vos familles, des enfants de 10 ans jusqu'au niveau de vos parents, qui sont avec vous ici, sont à l'école, vos épouses. Vous devrez tout faire pour qu'ils soient recensés. Voulu et soutenu par les autorités du pays, le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil est un processus bénéfique pour toutes les couches socio-professionnelles du pays. À travers ses gestions directes avec les communautés rurales et les agents déployés sur le terrain, le ministre de la Défense nationale, entouré des cadres de son cabinet, observe avec satisfaction le déroulement de ce processus crucial pour l'avenir de la Guinée. Dans le cadre du processus d'enrôlement en cours, le ministre de l'Information et de la Communication était récemment dans les sous-préfectures et districts de Fria. Dans ces localités, le parrain de la préfecture est allé au contact des citoyens pour leur expliquer la nécessité de se faire recenser en vue d'obtenir ce document administratif indispensable à toutes les élections qui pointent à l'horizon. Younoussa Tavel Kamara. À bord de ce véhicule, le ministre de l'Information et de la Communication et sa suite. Direction les districts les plus reculés de la préfecture de Fria.
Dans ces localités, le parrain de la préfecture vient au contact des populations afin de leur expliquer les enjeux du recensement biométrique en cours. Face aux citoyens du district de Horepara, Fana Souma donne d'amples informations sur l'obtention de ce document administratif. Je suis content de ce processus d'enrôlement initié par le président de la République. Nous, les citoyens de Horepara, nous allons tous nous faire recenser. Nous vous annonçons la profonde motivation dans l'accompagnement des idéaux du CNRD et de son gouvernement. La communauté de Horepara apprécie l'évolution des désenclavements des localités de Horepara. De là, la délégation se rend dans d'autres localités de Sombori, notamment à Banguiné et Banguiné. Partout, le ministre Fana Souma exhorte les citoyens à se faire enrôler. Aucun de nos enfants n'a un document administratif. Moi, je fais 4 enfants et je n'ai aucun dossier. Je veux profiter de cette occasion pour me recenser. Je me fais enrôler pour que mon nom soit dans le registre. Je vais mobiliser mes enfants pour se faire recenser. Déjà, les populations se mobilisent devant le bureau de recensement pour accomplir ses devoirs civiques. Une réunion a été tenue entre la radio rurale et les autorités parce que cette radio rurale est écoutée aujourd'hui dans toutes les localités de Fria. Donc c'est un moyen et le meilleur moyen pour nous de faire passer très facilement vraiment le message permettant à la population de venir se faire enrôler. On a commencé d'abord par les districts, les opérations se déroulent normalement, mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement. Les populations sont fortement mobilisées pour donner à l'événement un éclat tout particulier, surtout ici à Fria. Nous avons aussi invité les médias, parce que c'est vraiment un événement extrêmement important, où les médias doivent jouer un rôle extrêmement important pour participer à ce processus d'enrôlement qui est vraiment extrêmement important pour l'avenir de notre nation. Et nous avons aussi constaté que partout où nous sommes passés, les populations sont fortement mobilisées pour saluer les œuvres du général Mamadi Doumbouya, le président de la République. Le ministre parrain de Fria va poursuivre cette campagne d'information et de sensibilisation dans les autres sous-préfectures et districts de Fria. Déjà, la radio rurale et les crieurs publics sont mis à contribution pour mener à bien cette campagne afin d'atteindre le public cible. À Guékédou, le ministre du Travail et de la Fonction publique mobilise les populations autour de cette activité d'enrôlement en vue du référendum du 21 septembre prochain. Dans la commune urbaine, des engagements sont pris pour un enrôlement massif des populations. Reportage Mamadi Ternakamisoko. Depuis le 15 avril dernier, les Guinéens sont mobilisés autour de l'ambitieux programme d'établissement du Registre national des personnes physiques RNPP. À Guékédou, dans le sud du pays, le ministre du Travail et de la Fonction publique ratisse large. Sa campagne d'information et de sensibilisation en direction des populations sur le recensement biométrique touche la commune urbaine. Cet enrôlement est un devoir citoyen. Il est important pour nous en tant que membres du gouvernement qu'on vienne transmettre ce message du chef de l'État auprès des populations de Guékédou. Et les autorités locales sont des leviers clés, stratégiques, incontournables pour la mise en œuvre de cette volonté du chef de l'État. Donc nous avons demandé aux différents présidents des conseils de quartier de s'organiser, de prendre des dispositions pratiques, opérationnelles pour permettre à ce que les citoyens s'enrôlent massivement. Devant les autorités locales fortement impliquées, les messages véhiculés touchent des sensibilités. Des engagements sont ainsi pris pour un enrôlement massif dans la préfecture de Guékédou. Avec son arrivée, il a pris en compte toutes nos préoccupations. Et nous pensons que tout le monde sera recensé dans la commune urbaine de Guékédou. Tous les problèmes ont été évoqués, un diagnostic a été posé, des solutions idoines ont été prises pour qu'éventuellement l'opération qui est en vue se passe dans les meilleures des conditions. En dépit de quelques difficultés et préoccupations de la préfecture remontée, ça et là, l'émissaire du chef de l'État, Guékédou affiche sa reconnaissance au président de la République pour les actions de développement entreprises depuis 2021. Le ministre Bourounou est prochainement attendu dans d'autres sous-préfectures de Guékédou.
L'enrôlement biométrique constitue une étape cruciale dans la réussite des élections à venir. Conscient de cette réalité, le ministère de l'administration du territoire a sollicité et obtenu l'adhésion du Forum national des jeunes des partis politiques pour un accompagnement à travers la sensibilisation. Reportage Amadou Touré. Il constitue la jeunesse de 66 formations politiques réunies au sein du Forum national des jeunes des partis politiques qui soutient le processus d'enrôlement biométrique. Une structure créée en 2013 et qui compte à ce jour plus de 1765 membres sur l'ensemble du territoire national. Nous qui sommes acteurs politiques, nous ambitionnons participer à des élections, que ce soit municipales et communales ou législatives, pourquoi pas présidentielles. Pour être électeur, il faut être recensé. Donc nous mobilisons, nous sensibilisons nos collègues à venir massivement se faire recenser. Une adhésion de taille selon les responsables du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour la réussite de l'enrôlement biométrique qui constitue une étape importante dans l'organisation des futures échéances électorales. Nous savons que beaucoup de jeunes militent dans les partis politiques, donc c'est le moment de leur expliquer que c'est un devoir citoyen de se lever et d'aller se faire recenser. On avait besoin d'eux et ils sont aussi une structure qui est implantée sur tout le territoire national. Ils vont aller sur le terrain à travers leur structure, nous aider à informer, à sensibiliser et à mobiliser les jeunes de tous les partis politiques. Votre engagement, chers jeunes, dans ce processus crucial, honore à la fois vos partis et la République. En participant activement à la sensibilisation, vous contribuez à faire entendre la voix de la jeunesse guinéenne dans la construction d'un État plus transparent, plus juste et plus représentatif. Cette plateforme de partis politiques vient signer sa partition au processus électoral suite au passage des organisations de la société civile et associations de presse. Justement, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la Direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale et le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, informe les citoyens de la mise en place d'un centre d'appel ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour la prise en charge de leurs préoccupations. À cet effet, le numéro 105 est mis à leur disposition avec une équipe pour recevoir les appels et répondre aux questions liées au recensement biométrique. Par la même occasion, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation rappelle que le recensement biométrique officiellement lancé le 15 avril 2025 se poursuit et invite les citoyens à se mobiliser pour leur enrôlement muni d'un de ces documents requis, extrait de naissance ou le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et sa transcription ou le certificat de nationalité, qu'il soit ancien ou nouveau. Conakry, le 23 avril 2025, signé général de 2e section Elhadj Ibrahima Khalil Condé. Je vous l'annonçais dans le titre, à Abidjan se tient la conférence des ministres sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique. Les membres de l'organisation se veulent plus dynamiques pour une préservation des ressources halieutiques et un développement durable des pêcheries dans la région. Envoyé spécial à Abidjan, Alga Simouba. C'est un rendez-vous respecté par les États africains riverains de l'océan Atlantique. Ici à Abidjan, réunis en institution sous-régionale, les membres échangent sur la coopération halieutique pour une cohérence et une coordination des actions des diverses entités. Une manière d'œuvrer pour une gestion durable des ressources de la pêche au niveau du continent. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a le réchauffement climatique, il y a aussi la pêche illégale, qui sont des facteurs qui vraiment mettent en retard les différents pays membres. Ces retrouvailles représentent une opportunité majeure pour débattre de la coopération halieutique régionale favorisant une exploitation durable des ressources marines.
Elle permet également de définir des actions communes pour mieux faire entendre la voix du groupe. Les attentes, c'est de pouvoir améliorer le secteur de la pêche en se donnant des idées, des échanges d'expériences, la formation, mais aussi en termes de technologie, pouvoir améliorer tout ce qui est surveillance au niveau de nos eaux. Cette 11e session de la Comafat a été une occasion pour Fatima d'assister au lancement du Salon de la pêche et de l'aquaculture à Abidjan. Présidée par le Premier ministre ivoirien, la rencontre vise une coopération effective et active entre les États membres pour une préservation des ressources halieutiques et un développement durable des pêcheries dans la région. Pour être plus complet, il faut préciser que cette 11e session tenue à Abidjan a été une opportunité pour la Guinée de prendre la présidence de l'organisation. La première édition des journées du chargeur guinéen a pris fin à Conakry. Plusieurs résolutions ont meublé la tenue des 2 jours de la rencontre dans la capitale Conakry. Un forum panafricain qui a réuni 18 pays du continent africain. Objectif: mieux connaître l'impact et le rôle primordial que jouent les chargeurs en Afrique. Reportage Mohamed Aïchassila, Mohamed De Camara. Cette première édition des journées du chargeur guinéen, qui boucle ses travaux de 2 jours à Conakry, a été riche en enseignements. Au-delà de mieux faire connaître le travail et le rôle primordial que les chargeurs peuvent jouer dans l'économie des pays africains, ce grand forum de Conakry a permis de rapprocher davantage les chargeurs des 18 pays présents dans la capitale guinéenne. Des thématiques comme la réglementation douanière, la gestion des corridors et autres ont été largement débattues dans les panels de haut niveau programmés à cette occasion. Il s'est agi, à travers ce panel, de démontrer en quoi la bourse de fret contribue à l'efficience logistique, qui consiste à mettre en relation le chargeur qui est à la recherche de la meilleure offre de transport et le transporteur qui veut éviter un retour à vide. Les conseils des chargeurs jouent un rôle crucial dans la chaîne logistique des transports. C'est pourquoi des travaux ont servi de cadre de partage d'expériences entre les experts et les acteurs, une initiative saluée par la structure mère des chargeurs en Afrique. C'est une journée qui est la bienvenue parce qu'elle permet encore une fois de fédérer l'ensemble des chargeurs guinéens, mais au-delà même de la Guinée, l'ensemble des chargeurs africains. Les pays membres de l'UCCA sont bien représentés ici. Donc c'est à peu près 18 pays de la région africaine qui sont présents à cette rencontre bien importante. Vu la présentation par l'expert portant sur le thème central, encourage les autorités africaines à soutenir et à protéger davantage les conseils des chargeurs conformément aux recommandations pertinentes des organisations internationales par une sauvegarde des moyens financiers. La rencontre a permis de paraffer des contrats qui visent à promouvoir et garantir le travail des chargeurs en Guinée. Également, un groupe de 18 cadres du Conseil guinéen des chargeurs ont bénéficié d'un certificat après leur formation en compétences portuaires et maritimes au centre Trémar de Dakar. Nous avons entendu au cours de ces journées des voix plurielles, des voix venues de tout horizon, témoins des réalités diverses mais convergentes, portées par une volonté commune, celle de faire des chargeurs africains et guinéens en particulier des partenaires stratégiques dans des dynamiques de transformation économique. La première édition des journées du chargeur guinéen s'est achevée sur une note d'espoir de voir l'intégration des chargeurs africains devenir une réalité. Le 3 mai prochain, journée internationale de la liberté de la presse. Les médias Guinée organiseront la 4e édition de récompense à l'endroit des journalistes et techniciens guinéens. En prélude à cette cérémonie, une conférence de presse est organisée pour annoncer la tenue prochaine de l'événement. Reportage Diarra Diallo. Le 3 mai prochain, les projecteurs seront braqués sur les acteurs des médias guinéens.
À l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, Media Awards Guinée tiendra sa 4e cérémonie de récompense. Un événement qui met à l'honneur les journalistes et techniciens à travers plusieurs catégories. La 4e édition, comme je le disais, va se passer dans l'apothéose avec la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Et la cérémonie va débuter par un panel qui va traiter le thème de cette 4e édition qui est mine et environnement durable, quel avenir pour la Guinée de demain, Simandou 2040. Et à la suite de cette présentation, on aura les distinctions. La particularité de la 4e édition, c'est que l'événement d'abord soit retransmis en direct sur 5 chaînes de télévision. Ce qui est une première en Guinée. C'est vous dire combien de fois l'événement est important et il y a de l'engouement autour. L'autre nouveauté dans cette édition, c'est la réadaptation des prix au contexte actuel. C'est le fait que nous faisons en sorte que les voix féminines, par exemple, la gente féminine, soient mises en avant. Pour cette édition, les nominés en radio sont exclusivement issus des radios rurales et de la radio nationale. Le point culminant de la cérémonie sera l'attribution du Grand Prix Media Awards Guinée. Nous avons prévu également de donner au Grand Prix un terrain. Un terrain sera offert au Grand Prix et une enveloppe symbolique de 30 millions de francs guinéens en vue d'accompagner toujours le Grand Prix à réaliser son petit projet qu'il aimerait mener sur ces terrains. Au total, 64 journalistes sont en lice. 11 prix seront remis en plus du Grand Prix. 29 prix d'honneur s'ajoutent. La soirée verra également la remise de 5 prix d'excellence Simandou pour récompenser les contributions exceptionnelles dans le secteur des mines. Justement, pour parler des Media Awards Guinée, nous recevons sur ce plateau M. Antoine Kourouma. Il est commissaire général. Monsieur Kourouma, bonsoir. Bonsoir Saïdou, bonsoir à tous. Vous organisez la grande cérémonie des Media Awards Guinée le samedi 3 mai. Il s'agit de récompenser les journalistes. Alors, est-ce qu'on peut connaître le thème retenu pour cette année ? Merci Saïd pour la question. Permettez-moi avant de commencer de remercier le ministre Fana Souma et la directrice de la RTG pour cette opportunité qu'ils nous offrent pour nous exprimer sur ce plateau et nous adresser aux journalistes et techniciens guinéens ainsi qu'au peuple de Guinée. Et pour ce qui est de la question liée au thème de l'événement, c'est mine et développement durable. Quelle perspective pour la Guinée de demain ? Et Simandou 2040. On sait tous qu'aujourd'hui, le contexte guinéen reste dominé par ce méga projet autour duquel l'attention des Guinéens reste marquée. Et on s'est dit que cette année, il fallait faire en sorte que la 4e édition des Media Awards porte sur ce méga projet, amener les journalistes à traiter des sujets liés à ce projet, les amener à faire des recherches, des enquêtes autour de l'impact du projet, autour de la pertinence du projet, autour, sans pour autant leur imposer d'angle à choisir. On a fait en sorte que les journalistes candidatent autour de ce thème majeur qui est le projet Simandou. Et à la fin, il y a eu des nominés retenus sur lesquels on va revenir. Alors, comme on parle de récompense, dites-nous, il y a combien de nominés qui sont en compétition pour cette 4e édition ? Nous avons au total 64 nominés pour 11 prix. À la base, il y avait 17 annoncés. À la fin, on s'est retrouvé avec 11 prix parce qu'on a des critères bien élaborés. On est assez rigoureux là-dessus. Lorsque les candidats ne répondent pas aux critères, on est dans l'obligation de prendre une décision pour aller avec ceux qui sont dans les normes. C'est ainsi qu'à l'issue de la présélection, on a pu retenir 64 nominés qui vont compétir dans différentes catégories. Et à la fin, vous avez 11 prix qui vont être décernés, notamment les prix de meilleur présentateur du journal télévisé, les prix de meilleur radio rural, meilleur présentateur du journal au niveau du journal parlé. Et également, au niveau de la gente féminine, on a initié le prix spécial de meilleure voix féminine ou de meilleure journaliste sportive. Donc vous avez des prix comme ça, et il y a aussi le Grand Prix Media Award qui va être décerné à l'un des lauréats de ces différentes catégories. C'est d'ailleurs l'une des nouveautés par rapport à la 4e édition, parce qu'on a évité que cette fois-ci, les patrons de médias ne soient à ce niveau-là les lauréats de ce prix. On fait en sorte que ce soit des reporters ou des techniciens ou encore des médias, s'ils méritent de remporter le prix.
remporte le Grand Prix, parce qu'on nous a parfois interpellés en disant que les patrons de médias ont déjà des moyens. Qu'est-ce qu'un patron de médias va faire avec tel prix? Pourquoi ne pas permettre à un caméraman, à un reporter de pouvoir remporter un Grand Prix qui va pouvoir changer quelque chose à sa condition de vie? On a trouvé cela pertinent. C'est pourquoi on a décidé que cette fois-ci, le Grand Prix, cette année, qui va être un terrain et une enveloppe symbolique de 30 millions qui va être décernée, que ça parte à un journaliste qui va pouvoir... parce qu'il y a d'autres surprises qui arrivent. Pour l'instant, c'est ce que nous annonçons, mais au fur et à mesure, des annonces seront faites par rapport aux différents prix qui vont être contenus dans les différentes enveloppes. Et vous avez parlé de mines. La Guinée est un pays minier avec le projet Simandou que vous avez déjà évoqué. Est-ce que cette 4e édition ouvre un pan sur l'impact de ce projet sur les populations? Justement, j'ai commencé par ça parce que nous voulions, à travers le choix du thème, emmener les journalistes justement à nous aider à comprendre l'impact du projet sur la Guinée. Et l'impact aujourd'hui, il est visible. Parce que faites le tour de la Guinée, quand vous êtes à l'étranger, lorsque vous arrivez là, ça fait quelques jours que je suis à Conakry, je vous avoue que j'ai pu constater de moi-même l'impact du projet sur Conakry et sur quelques villes de l'intérieur du pays. Rien que à Dixine, on fait le constat qu'il y a une cité ministérielle qui a vu le jour, et quand vous y passez, vous faites le constat que ça a fortement changé l'image de manière qualitative de la ville de Conakry. Vous faites le constat qu'il y a un Institut national de santé publique qui a vu le jour à Koya. On a également la plage Kamayenne qui fait le beau jour de jeunes Guinéens, également de cadres qui font des réunions et tout cela. Vous avez la rénovation de l'hôpital Donka qui est une réalité, et également le pont unique de Tanene qui sera bientôt inauguré. Pour moi, ce sont des impacts tangibles, c'est perceptible. On a le port de Mafraya qui est en construction, également la construction de ces chemins de fer de plus de 650 km qui sont une réalité. Pour moi, il était important qu'on essaie un peu d'amener les journalistes à nous aider à comprendre à quoi tout cela retourne. Et donc, c'était important de... Vu tout ce que vous venez d'énumérer, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des citoyens et acteurs des médias? Oui, bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est que le jour de la cérémonie, le 3 mai, qui est une date symbolique pour la presse, c'est une journée de fête pour les journalistes. C'est vrai qu'on me dira que il faut, ce jour-là, comme la journée, le nom de la journée l'indique, c'est une journée dédiée à la liberté de la presse. Il est important ce jour-là d'interpeller les gouvernants par rapport à l'exercice du métier, et également les journalistes par rapport à leurs responsabilités dans la pratique du métier de journaliste. Nous voulons, à travers les médias Awards Guinée, lancer un appel aux gouvernants, lancer un appel aux journalistes, parce qu'on veut jouer notre partition. En venant à Conakry, j'ai voulu, à ma façon avec mon équipe, intervenir pour apporter notre pierre à l'édifice afin que la situation en cours s'apaise, pour que la situation redevienne normale. Nous voulons, le jour de la cérémonie, remettre un mémorandum au gouvernant, au chef de l'État, afin qu'il essaie de revoir la situation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des mères de famille, des pères de famille qui, à cause de la situation actuelle, se retrouvent sans travail. On se dit que le président n'est pas contre la presse. Le chef de l'État, pour ce que je sais, est quelqu'un de très sensible, et je pense qu'il a une idée de ce que c'est que la vie de famille. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire en sorte que les choses puissent s'apaiser, que les journalistes essayent de mettre balle à terre, lancer un appel de manière humble pour que nous puissions ensemble faire en sorte que la situation puisse changer. Sans cela, c'est ce que nous nous assignons comme objectif. On a envie que la situation change positivement. Pour ça, nous voulons que chacun des acteurs essaye de jouer un rôle pour que nous puissions en arriver là. Pour clore, il y a des prix que nous voulons décerner ce jour-là. Ce sont les prix d'honneur qu'on décerne à des doyens du métier, parce que nous voulons célébrer ceux-là qui ont marqué l'histoire de la presse. Vous avez des grands noms comme Ibrahim Ahmed Bari, qui a été sur ce plateau pour le journal télévisé. Vous avez Moussa Sidibé, vous avez Siré Dieng ou également Marie-Louise Sanoussi, qui ont été de grands noms de la presse guinéenne. On veut les célébrer comme on le fait chaque année. Il y a aussi des acteurs des médias qui sont actuellement en exercice, comme Hamza Ba, qui est un jeune journaliste qui a aussi marqué son temps, ou Mohamed Diaby de Adafo Média, qui sont des journalistes, des acteurs capés de la presse que nous voulons célébrer. Et enfin, il y aura le prix d'excellence, des prix d'excellence qu'on veut décerner par rapport au projet Simandou, et il y aura un grand prix d'excellence dédié au chef de l'État par rapport à ses grandes réalisations dans le pays. Merci.
Ahmed Koroma. Merci beaucoup. Et le Mosacode poursuit l'installation des antennes à travers le pays. Au Fouta, l'antenne du bureau fédéral de Mamoun vient d'être validée. Fodé Camara, Mamadou Alpha Baldé. C'est avec une immense fierté et de profond enthousiasme que la délégation, regroupant les différentes structures du mouvement Saran Chérif pour la continuité du général Mamadi Doumbouya Mosacode, effectue sa rentrée dans la ville de Mamoun. Avec la coordination dynamique de Raja Djaba Doumbouya, cette rentrée mémorable a été marquée par un accueil chaleureux tout au long du parcours. Aujourd'hui, nous accueillons les différentes délégations. L'activité qui nous attend le 25 et le 26, c'est dans le cadre du soutien absolu des acquis, des actes qui ont été posés par le général d'armée Mamadi Doumbouya depuis le 5 septembre 2021. À Mamoun, la dynamique de refondation et de continuité, particulièrement parmi la jeunesse, est effectivement un enjeu clé. Le mouvement Mosacode semble jouer un rôle essentiel dans cette optique. La ville Carrefour Mamoun s'est mobilisée en montrant que vraiment il est d'accord pour la continuité du général Mamadi Doumbouya. La population de la Guinée a fait une prise de conscience. Parce que quand vous regardez aujourd'hui Mamoun, c'est la Guinée qui se retrouve ici aujourd'hui à Mamoun. Le Mosacode a son plan de mobilisation, c'est de juste parler les acquis du président à la population guinéenne qui est visible un peu partout et les gens vont continuer à se mobiliser, à soutenir et vraiment à montrer au président que tout le monde est avec lui. Après cette grande réception, la coordinatrice Raja Djaba Doumbouya a assisté à la lecture des 5 Corans. En attendant, la grande mobilisation prévue pour le 26 avril. À présent, nous vous donnons lecture de ce décret D 2025-0062 PRGC-NRD-SGG, portant promulgation de la loi L 2025-003 CNT du 31 janvier 2025, portant modification de l'intitulé de la loi L 2024-16 CNT du 24 mai 2024, portant autorisation de ratification de la convention cadre de crédit entre la République de Guinée et BPI France SA dans le cadre de la construction de 4 hôpitaux régionaux évolutifs, modulaires, industriels et durables en République de Guinée, signé le 7 avril 2023. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, est promulguée la loi L 2025-003 CNT du 31 janvier 2025 portant modification de l'intitulé de la loi L 2024-16 CNT du 24 mai 2024 portant autorisation de ratification de la convention cadre de crédit entre la République de Guinée et BPI France SA dans le cadre de la construction de 4 hôpitaux régionaux évolutifs, modulaires, industriels et durables en République de Guinée, signé le 7 avril 2023. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 avril 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Soutien au chef de l'État, la jeunesse de la forêt se mobilise à travers un meeting. Ils ont annoncé leur détermination à soutenir le général Mamadi Doumbouya. Lancé Kamisoko. En Sérékoré, le mouvement Jeunesse forestière pour la continuité vient de lancer les travaux de son assemblée générale. Un rassemblement fort, marqué par la présence des autorités locales et d'une jeunesse fortement engagée à soutenir les actions du président de la transition, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Cette structure fédératrice des jeunes leaders, cadres et intellectuels de la Guinée forestière ambitionne de contribuer de manière efficace à résoudre les problèmes liés au développement socio-économique et les différentes crises électorales en forêt. Car le processus de développement inclusif sous l'égide du CNRD
fait appel à la conjugaison des efforts de tous les citoyens dans une cohésion totale. Fidèle à son engagement envers le chef de l'État, le mouvement Jeunesse forestière pour la continuité n'a pas manqué de saluer les acquis du régime de la transition. Ce nouveau visage que notre pays dégage, désormais mérite d'être inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire et de la continuité au regard de nombreuses réalisations à son actif. Preuve de l'engagement collectif des jeunes à soutenir les actions de développement, de paix et d'unité nationale enclenchées par le chef de l'État, cette mobilisation des Érécorés doit être renforcée afin de pérenniser les acquis du CNRD. 63 pages, une plume, un talent précoce qui captive déjà la Guinée entière. À seulement 11 ans, Mariam Mbo Kourouma fait une entrée remarquée dans le monde littéraire. Son recueil, Les Contes de Mbo Mariam, écrit à l'âge de 9 ans, est bien plus qu'un simple livre. C'est un message d'espoir, un appel au bien et une inspiration pour toute une génération. Portrait d'une jeune auteure qui redonne goût à la lecture avec Maïmouna Beladialo. À seulement 11 ans, Mbo Mariam Kourouma émerveille la Guinée littéraire. Élève en 6e année au groupe scolaire Phoenix International, elle signe officiellement son premier ouvrage avec Harmattan Guinée, Les Contes de Mbo Mariam, un recueil qu'elle a entamé à l'âge de 9 ans. Je suis passionnée par la lecture et je me suis dit que j'allais réaliser mes rêves de devenir une écrivaine, une de ces personnalités que j'ai toujours aimées. Pendant tout son cycle d'études, et c'est sous nos yeux, grâce aussi à la bibliothèque, qu'elle a pris goût à la lecture. Donc, tout d'abord, je voulais féliciter les parents de Mbo. Parce qu'il n'y a pas de réussite d'un enfant sans cet encadrement familial. Et c'est le meilleur soutien que les parents peuvent apporter pour encourager. À travers ses contes, l'adolescente transmet des valeurs fortes. L'amitié, la solidarité, le courage, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur. Ce recueil est bien plus qu'un livre. C'est une source de motivation pour la jeunesse. Une leçon de vie qui enseigne que le mal n'est jamais le chemin à suivre et que le bien est la clé de toute chose. Mbo, c'est une enfant modèle. Nous n'avons jamais eu assez de choses à lui reprocher. Elle a toujours été intelligente à l'école. Elle se montre douce, aidante, toujours disponible à rendre service. À l'école, elle passe souvent son temps libre dans les livres. Elle emploie un vocabulaire riche, varié, toujours parfaitement adapté. Qui est aujourd'hui la plus jeune écrivaine de l'histoire de la Guinée. Soutenue par le chef de l'État qui a offert 5000 exemplaires à la jeunesse, Mbo Mariam a également été invitée en mars dernier par l'Harmattan France où son livre a trouvé de nouveaux lecteurs. J'aimerais remercier le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour le soutien qu'il apporte aux enfants de Guinée en commandant 5000 exemplaires de ce livre. J'aimerais encourager les jeunes à s'intéresser beaucoup plus à la lecture parce que la lecture, c'est l'avenir de notre génération. En tant que père, c'est un sentiment de joie, de réconfort. Les mots me manquent. Je suis aussi content du public, des Guinéens, des grands messieurs qui nous ont accompagnés, qui ont cru en nous, qui ont tout mis pour que ce rêve devienne une réalité. En cette 17e édition des 72 heures du livre, Mbo Mariam prouve que la plume n'a pas d'âge. Une étoile montante de la littérature guinéenne, elle éclaire déjà le chemin des générations futures. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Mamoun comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.